Coraline est un film d'animation en stop motion réalisé par Henry Selick sorti en 2009. Il est basé sur le roman éponyme de Neil Gaiman, publié en 2002. Ce film a captivé l'imaginaire de nombreux spectateurs et spectatrices par son esthétique unique et son atmosphère intrigante, mais il a aussi laissé une impression durable et parfois effrayante, notamment chez les plus jeunes. Pour un petit résumé rapide, le film raconte l'histoire de Coraline Jones, une jeune fille aventureuse qui emménage avec ses parents dans une vieille maison appelée le Pink Palace. Négligée par ses parents trop occupée, elle découvre une petite porte secrète menant à un univers parallèle qui semble d'abord être une version idéale de sa propre vie. Cependant, ce monde merveilleux cache une sombre réalité. Son autre mère, la Belle Dame, une créature sinistre aux boutons à la place des yeux, veut garder Coraline avec elle pour toujours. Coraline doit faire preuve de courage et d'ingéniosité pour échapper à l'emprise de la Belle Dame et sauver sa famille et ses amis de ce monde terrifiant. L'utilisation de la stop motion donne au film une texture et une profondeur uniques, rendant l'expérience visuelle particulièrement immersive. Les décors et les personnages sont minutieusement détaillés, offrant un contraste saisissant entre le monde réel terne et l'univers parallèle coloré mais inquiétant. La bande-son composée par Bruno Coulet contribue grandement à l'atmosphère mystérieuse et souvent effrayante du film. Les mélodies éthérées et les chœurs envoûtants renforcent l'impression de contes de fées très sombres. Le film explore les thèmes tels que l'autonomie, le courage et la différence entre les apparences et la réalité. Il rappelle aux spectateurs que les choses trop belles pour être vraies cachent souvent des dangers. Et pourquoi j'avance le fait que la réputation du film a été de traumatiser certains spectateurs, principalement à cause de la Belle Dame. Sa transformation progressive d'une figure maternelle, apparemment bienveillante, douce, prévenante, qui se transforme progressivement en une créature qui veut coudre à la place des yeux des enfants des boutons, est une idée extrêmement macabre et qui a su graver les esprits. Et il y a bien d'autres scènes, par exemple Coraline qui découvre les fantômes des enfants, ou la scène avec le piano et l'autre père qui se transforme progressivement lui aussi en monstre. Je tiens d'ailleurs à dire que cette scène a été grandement adoucie parce que dans le bouquin original, cette scène de course-poursuite aurait dû se dérouler dans la cave, complètement dans le noir, avec un chat qui dit à Coraline « Mais tu es au courant que c'est un piège ?» et elle dit « Oui, je sais ». Et elle n'a qu'une petite lampe torche pour essayer de se repérer dans la cave où elle doit trouver un œil d'enfant fantôme. Avec l'autre père dans le noir qui la traque sous une forme dégoûtante et insectoïde. Ah, si seulement cette scène avait été dans le film, moi j'aurais été contente. Le roman Coraline, pour faire une petite aparté de Neil Gaiman, publié en 2002, est un chef-d'œuvre de la littérature jeunesse. Gaiman est connu pour son talent à mélanger des éléments fantastiques avec des thèmes sombres et profonds. Le livre, tout comme le film, est apprécié pour sa capacité à captiver les jeunes lecteurs, tout en les confrontant à des concepts tels que la bravoure, l'indépendance et la perception de la réalité. Coraline a également été le fruit de nombreuses théories et interprétations différentes. Cette richesse d'interprétation témoigne de la profondeur du film et de ses multiples niveaux de lecture. Beaucoup voient dans le film une allégorie sur la négligence parentale et le besoin d'attention et d'amour des enfants, la Belle Dame représentant les dangers de la séduction superficielle et les pièges de vouloir une vie trop parfaite. Ou encore certains interprètent l'histoire comme une métaphore des luttes internes de Coraline, explorant ses peurs et ses désirs profonds. La maison et ses doubles versions symbolisent le subconscient de Coraline, où la réalité et les cauchemars se mêlent. Les détails visuels du film, comme l'usage des couleurs et des motifs, sont souvent analysés pour comprendre le contraste entre les deux mondes et la progression du récit. Par exemple, l'autre monde commence par être tout coloré et joyeux, mais devient de plus en plus sombre et menaçant, reflétant la véritable nature de la Belle Dame et de son univers. Bienvenue dans cette vidéo très longue où je vais vous présenter plein de théories sur Coraline qui sont de mon cru ou d'autres que j'ai trouvées sur internet en espérant que ça va vous captiver. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, promis, je ne vous coudrai pas de boutons à la place. Cette théorie avancerait le fait que dans Coraline, vous avez trois mondes. Le monde réel, le monde de la Belle Dame ou aussi appelé l'autre mère, et le monde artificiel. Ce troisième monde, le monde artificiel, serait un monde créé par la Belle Dame pour surveiller Coraline, qui ressemble en tout point au monde réel, sauf que ça ne l'est pas. Pour accéder à l'autre monde, Coraline doit passer par un portail. Elle découvre l'autre monde, c'est vachement plus sympa que sa vie réelle, et à un moment, les autres parents lui proposent de dîner avec eux. Elle mange, elle dîne, elle va finalement se coucher dans son autre lit, dans l'autre monde, et elle se réveille comme de rien dans le monde réel sans être repassée par le portail.
Et c'est là qu'intervient le monde artificiel. Coraline n'est pas dans le monde réel, elle est dans ce monde artificiel, complètement prise au piège depuis le début du film par la belle dame. Et c'est quand l'autre Waibi la refait passer par le portail qui est complètement insalubre, sale, recouvert de toiles d'araignée et de poussière comme si on ne l'avait pas emprunté depuis longtemps, qu'elle est de nouveau dans le monde réel et qu'elle trouve un sac de courses avec de la nourriture avariée. Comme si les courses, encore une fois, étaient restées là depuis très longtemps. Elle trouve également une maison déserte, ses parents ne sont pas là. Il est fort à parier que les vrais parents de Coraline, du coup, étaient déjà enfermés dans la boule à neige. Et eux aussi depuis le début du film, au moment précis où Coraline a emprunté le portail pour la première fois. On connaît la suite, Coraline retourne dans l'autre monde, affronte la belle dame et libère ses parents. Hélas, peut-être pas. L'autre portail vers l'autre monde. À la fin du film, Coraline jette la clé pour l'autre monde dans le puits qui est entouré par un cercle de champignons que nous pouvons appeler un cercle de fées ou un cercle de sorcières. Et dans les mythes et les légendes, les cercles de fées ou de sorcières sont des portails pour d'autres mondes. De plus, Waibi dit au début du film, concernant le puits, « Tu vois ? Paraît qu'il est tellement profond qu'une fois dedans, si tu regardes en l'air, tu vois un ciel plein d'étoiles en pleine journée. » Le chat dit également, « Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens ici depuis un certain temps. C'est un jeu, mon enfant. Elle déteste les chats et elle essaie de me chasser. C'est impossible, bien sûr. Je vais et viens à ma guise. » Supposant qu'il a accès à d'autres portails autres que celui de la maison. Donc à la fin, quand Coraline jette la clé dans le puits, elle ne fait que rendre la clé à l'autre mère. De plus, il est curieux que la forme du jardin ait la forme exacte du visage de Coraline. Jardin qui dans l'autre monde était un présent de l'autre mère pour elle. Donc comment se fait-il que dans le monde réel, entre très grandes parenthèses, la forme du jardin est encore le visage de Coraline ? On peut supposer que la fin n'est pas heureuse. Coraline a perdu et l'autre mère a gagné. Coraline est coincée dans le monde artificiel et donc par extension dans le monde de la belle dame, qui lui a fait croire qu'elle avait gagné pour mieux la dévorer. Premier élément, il y a une gerbille qui est capable d'aller chercher du fromage que Coraline a laissé pour l'appâter. Mais l'autre Waibi, quand elle lui dit « Viens avec moi sinon elle va te faire du mal », en parlant de l'autre mère, l'autre Waibi enlève son gant et souffle sur sa main qui part en sable, montrant qu'il ne peut pas quitter le monde de la belle dame. Alors pourquoi la gerbille de la belle dame peut sortir et pas l'autre Waibi ? Autre preuve, la scène des gants. Coraline et sa maman vont acheter des vêtements pour la rentrée scolaire. Coraline lorgne sur une paire de gants que sa mère ne veut pas lui acheter. Finalement, arrivée dans l'autre monde, la belle dame lui offre des vêtements neufs et assez exubérants avec des petites étoiles partout. Or, la belle dame ne pouvait pas savoir que Coraline voulait des vêtements de ce style-là parce que la poupée n'était pas présente. Poupée que la belle dame utilise pour espionner Coraline. De plus, la maman de Coraline qui lui offre les gants après est en fait la belle dame également. Car dans cette théorie, je vous le rappelle, Coraline est piégée dans le monde de la belle dame depuis le tout début, depuis le moment où elle a passé pour la première fois la petite porte. Et elle lui offre quand même les gants, même en étant sous la forme de la maman de Coraline, parce que c'est plus fort qu'elle. Elle veut absolument faire plaisir à Coraline pour la garder sienne. Ensuite, vous avez une autre preuve, c'est l'autre père qui dit « Mère se repose, elle a utilisé trop de magie ». Hé, vous! Où est l'autre mère? Je veux rentrer chez moi! Tout ira pour le mieux dès que Mère sera reposée. Sa force est notre force. Et je pense que justement, il fait référence à la scène dans la boutique. Ça a pris énormément d'énergie et de magie à la belle dame de créer la boutique, en plus du Pink Palace. Donc, est-ce que l'autre père nous fait comprendre indirectement à nous spectateurs que, effectivement, la théorie du troisième monde se tient? C'est quand même curieux. Dernière preuve et pas des moindres, les tourbillons. Quand la magie de la belle dame est à l'œuvre, nous voyons des tourbillons. On voit d'ailleurs sur le frigo un dessin de tourbillon qui est tenu par un papillon monarque d'ailleurs. Et justement, il y a une scène coupée où on voit Coraline dessiner ces fameux tourbillons après le passage d'une araignée sur la feuille. Araignée qui est la véritable forme de la belle dame.
Elle en a traumatisé plus d'un comme ça, la belle dame. Hein. Je trouve que la scène colle assez bien avec la théorie des tourbillons. Et enfin, il y a une dernière scène où on voit des tourbillons. C'est la scène où les enfants fantômes sont libérés par Coraline. Et derrière eux, qu'est-ce qu'on voit? Des tourbillons. Montrant qu'une dernière fois, c'est une illusion de la belle dame qui veut pousser Coraline à la faute et à se débarrasser de la clé. Et ça marche, Coraline prend peur et décide de jeter la clé dans le puits. Et la surprise, qui tente de l'empêcher de le faire? Le chat qui a toujours été aidant et de bons conseils. Comme s'il était convaincu que c'était une mauvaise idée parce qu'il sait que le puits est égal à un nouveau passage vers le monde de la belle dame. Belle dame qui ne peut pas s'échapper du puits parce qu'il y a un cercle de champignons qui visiblement la retient. Il n'y a que le passage de la petite porte qui lui donne la possibilité de potentiellement sortir. Ou du moins de pouvoir réattirer Coraline ou un autre enfant plus tard. Cela va être d'autant plus facile maintenant qu'elle a la clé. Dans cette théorie, les 3 yeux de fantôme ont une signification. Et surtout, ils sont liés à la vie de Coraline, aux épreuves et aux potentiels traumas qu'elle doit affronter. Vous avez premièrement un pommeau de levier de vitesse, et justement dans le film, Coraline fait mention d'un accident de voiture qu'elle a eu avec ses parents. D'ailleurs, sa maman porte une minerve, visiblement elle a eu un coup du lapin ou en tout cas la nuque a été touchée. Maman, je veux qu'on ait un jardin quand mes amis viendront me voir. C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Si, en partie. Mais ensuite, nous avons eu l'accident. C'est quand même pas moi qui ai embouti ce camion. Je n'ai pas dit que c'était toi. Et je pense que du coup, un accident de voiture dans la vie d'une petite fille, d'une jeune fille, c'est assez traumatique. Ça secoue en tout cas et elle a pas encore fait le travail dessus. Ensuite, on a une espèce de bague, et peut-être une bague de fiançailles même, ou même de mariage. Et justement, je sais pas si vous avez cette impression, mais les parents de Coraline sont plutôt assez éloignés l'un de l'autre. Ils travaillent tous les deux chez eux, chacun est de son côté, et on sent pas vraiment d'osmose entre les deux. Donc, est-ce que le mariage des parents de Coraline est en danger? On peut se poser la question. Et ça, des parents qui ne s'entendent plus, et ben les enfants le sentent très très bien. Et ça, Coraline ne le montre peut-être pas, mais elle le vit pas très bien. En plus, entre Coraline et sa mère, c'est assez tendu. Donc peut-être qu'effectivement, entre les parents de Coraline, ça ne va pas. Et que Coraline a du mal à gérer ses émotions vis-à-vis de ça. À la fin du film, bien sûr, le couple a l'air d'aller bien mieux, heureusement. Et enfin, que représente le dernier œil de fantôme qui est donc la balle de jeu? Et donc là, la symbolique est assez claire, je pense que c'est Coraline qui a du mal à accepter la séparation avec ses amis du Michigan. Et du coup a commencé une nouvelle vie. Donc symboliquement, on peut supposer que Coraline, quand elle casse les yeux de fantôme et qu'elle cherche les yeux de fantôme, tout ce jeu de piste, c'est aussi pour accepter les épreuves de la vie et pour mieux avancer dans le futur et ainsi accepter sa nouvelle vie dans le Pink Palace et dans cette nouvelle ville. Moi personnellement, j'aime bien cette théorie. Cette fois-ci, on va plus s'intéresser à des objets dans le film. Et du coup, on va commencer par la commode de Myriam et d'April. Donc dans la commode de Myriam et April, il y a 3 bols de bonbons. Au-dessus de ces bols, vous avez 3 dates. 1921, 1936 et 1960. Donc, est-ce que ces 3 dates correspondent par exemple à la mort des enfants fantômes ou même leur naissance, même si je penche plus du côté du décès pour ma part, et donc les dates correspondent auxquelles? 1921, ça serait la petite fille, 1936, ça serait le petit garçon, et 1960, ça serait la sœur jumelle de la grand-mère de Wybie qui a disparu. En plus, sur le meuble, il y a comme des enfants de dessiner dessus. En tout cas, on peut apparenter les silhouettes à celles d'enfants. Et enfin, d'un de ces bols de bonbons, Coraline justement obtient la pierre triangulaire. Et qu'est-ce que c'est cette pierre triangulaire du coup? Ah, vous avez vu, on enchaîne bien, ça fait sens. C'est quoi ce bidule? Ça t'aidera peut-être. C'est bon pour les causes perdues quelquefois. Non, c'est bon pour les choses perdues. Eh bien, la pierre trouée, qui est verte et qui est donnée par Myriam et April à Coraline pour l'aider à voir ce qui est caché ou perdu en regardant à travers le trou. Pierre qui va l'aider justement à trouver les yeux de fantôme pendant son jeu avec la belle dame, serait potentiellement inspirée des Hackstones, qui sont des pierres trouées avec le temps par la force de l'eau, qu'on trouve souvent dans des points d'eau. Logique. Et par extension, c'est un symbole de protection qui repousse les mauvaises énergies. Et pourquoi verte du coup? Eh bien le vert, la couleur verte, ça représente l'équilibre, la nature, le printemps aussi, la renaissance. C'est un symbole de prospérité aussi, de fraîcheur et surtout de progrès. Et ça dépend des cultures et des communautés, mais le vert c'est aussi une couleur qui porte chance, c'est un porte-bonheur. C'est une couleur qui est associée par exemple au trèfle à 4 feuilles. La couleur et les motifs de cet objet font aussi penser à la pierre malachite. C'est une pierre
pierre qui en lithothérapie est une pierre de changement positif, qui améliore le discernement en ce qui concerne les choix, l'amitié et l'amour. C'est une pierre qui équilibre les énergies, c'est une pierre de protection et qui développe la richesse intellectuelle, physique et spirituelle. C'est une pierre qui aide aussi à l'interprétation des rêves et à la méditation. Et surtout, chez les enfants et les adolescents, elle peut apaiser les colères et les rancœurs, ainsi qu'apaiser les expériences traumatiques. Donc on peut clairement dire que les personnages qui ont le plus aidé Coraline, c'est Myriam et April en lui donnant cette pierre justement. Je pense que du coup Coraline peut grandement les remercier. Là, c'est libre d'interprétation, mais l'autre mère ferait tout ce qu'elle fait dans le but d'être aimée, mais elle ne sait pas aimer en retour. Tout ce qu'elle fait pour les enfants n'est pas de l'amour, mais seulement du marchandage et de la manipulation. Elle et Coraline ont un point en commun, elles sont toutes les deux égoïstes. Mais Coraline, elle est une enfant, et il y a des éléments dans sa vie qui expliquent le pourquoi du comment, en plus du fait que tout le long du film, elle évolue. La belle dame est égoïste de nature, elle demande un amour absolu et total, et prend sans donner réellement quelque chose de sincère en retour. Elle est aussi appelée marâtre à un moment du film. La marâtre dans les contes, c'est la mauvaise mère, souvent associée à la belle-mère. Sa fameuse phrase est tout à fait logique dans le sens où tout son monde, toute son énergie et toute son attention est autour de Coraline ou de l'enfant qu'elle a dans sa ligne de mire. Sans enfant, elle n'a pas de raison d'utiliser sa magie ou d'exister. On peut même se demander si elle ne vole pas l'énergie vitale des enfants pour continuer à vivre. Elle a besoin d'un nouvel enfant pour continuer à vivre. Elle s'en nourrit, non pas au premier sens du terme, mais au sens où elle leur vole leur vie. Le chat le dit lui-même. Qu'est-ce qu'elle veut faire de moi? Elle veut quelque chose à aimer, je suppose. Quelque chose qui ne soit pas elle. Ou peut-être bien qu'elle veut seulement quelque chose à manger. Manger? Dis pas n'importe quoi. Les mères ne mangent pas leurs filles. Ça, je l'ignore. Tu as quel goût? Et pour ma part, je dirais même les deux. À l'instar des veuves noires qui dévorent leur partenaire, là, c'est carrément la progéniture d'une autre qu'elle prend pour un repas spirituel. Pour ce qui est de l'identité de cette créature, on peut penser à une sorcière d'antan. Je dis sorcière car en anglais, belle dame est un synonyme de witch, donc sorcière en anglais. Sorcière qui vivait seule dans cette maison qu'était le Pink Palace avant qu'elle soit séparée en appartements. Le Pink Palace aurait été construit à peu de choses près il y a 150 ans, c'est le père de Coraline qui le dit. Oh, Coraline, cette maison a été bâtie il y a plus de 150 ans. Et alors? Alors, explore-la! Donc on peut estimer qu'elle était là au moins dans cette période-ci et même un peu avant. Elle aurait été jetée dans le puits par les habitants alentours et emprisonnée suite à des actes qu'elle a pu commettre sur des enfants, pour diverses raisons et de différentes manières. Et elle attire des enfants grâce à une autre entrée qu'elle a pu trouver dans la maison. Elle les attire là où elle est enfermée, donc dans l'autre monde entre guillemets, pour s'en nourrir et avoir de la compagnie par la même occasion. En plus du fait que dans la sorcellerie et les rituels, l'âme des enfants a la réputation de donner l'immortalité. Là, vraisemblablement, se nourrir des enfants lui accorde un sursis, mais c'est éphémère. Elle pourrait sûrement sortir par la petite porte, comme elle tente de le faire avec sa main pour récupérer la clé à Coraline, mais elle a conscience que le temps a bien trop avancé et qu'elle ne pourrait pas vivre dans notre monde, en plus du fait que son apparence ne lui permet pas de vivre normalement parmi nous. Ça serait l'interprétation de sa vie avant les événements du film et le pourquoi du comment le plus brut possible que je peux élaborer. Pour les inspirations qui ont donné le personnage de la belle dame, par contre, quand on s'attarde sur le livre de Coraline, on sait que l'histoire se passe en Angleterre, ce qui n'est pas le cas dans le film. Avec cet élément, on peut faire le rapprochement sur un cas dans l'histoire du pays qui a pu inspirer Neil Gaiman pour la création du personnage de la belle dame. L'histoire d'Anne West, qui est surnommée The Old Beldam West. Elle avait la réputation de pratiquer la sorcellerie entre 1641 et 1642, ce qui ferait que la belle dame de Coraline aurait aux alentours de 360 ans, à peu de choses près. Beaucoup de procès pour sorcellerie ont eu lieu à cette époque. Anne est une veuve qui a été accusée aux côtés de sa fille de pratiquer cet art, et elle a également été accusée d'avoir tué le fils d'un certain John Clockler. Elle fut accusée à tort, et c'est même sa propre fille Rebecca qui l'aurait calomniée pour sauver sa propre peau, précipitant la pendaison de sa mère en 1745. Vous avez aussi le poème d'Alain Chartier, La Belle Dame sans merci, publié en 1424, qui fut une inspiration pour La Belle Dame de Coraline, et de beaucoup d'autres œuvres pour créer un personnage de femme fatale, veuve noire, sans attache, sans foi ni loi.
Coraline est une œuvre remarquable, tant dans sa forme littéraire que cinématographique. Le film est un bijou de l'animation en stop-motion avec une histoire riche en thèmes et une atmosphère unique. Cela en fait un conte mémorable qui continue de captiver et d'effrayer, bien au-delà de sa sortie initiale.